Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Dufour. J'ai un diplôme de doctorat en traitement du signal automatisé appliqué à des signaux d'origine biologique, notamment des cris, des chants d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens et bien d'autres choses encore. Je vous mettrai mes références précises dans la description sous la vidéo afin notamment de vous donner les moyens de vous faire une idée assez précise de mon profil et notamment derrière de mes savoir-faire. Bienvenue sur la chaîne Santé Publique France non officielle. Qu'est-ce que j'entends par non officiel? Ce serait peut-être plus simple de vous expliquer tout simplement mon cheminement, mes motivations. Je lis des articles scientifiques, j'ai bien été obligé pendant ma thèse, notamment vu que je devais en écrire moi-même, mais c'est une habitude que j'ai gardée même bien après ma thèse, et force est de constater, et ainsi, ce faisant, je suis tombé notamment sur un bulletin épidémiologique hebdomadaire. Déjà, j'ai découvert cette série de Santé publique France, cette publication régulière de Santé publique France, les bulletins épidémiologiques hebdomadaires. Et je pense notamment à un en particulier que je vous mettrai dans la description sous la vidéo, qui explique notamment, allez le voir parce que j'en parlerai toujours moins bien que ce qu'avaient écrit les auteurs eux-mêmes, qui explique que là nous sommes en 2023. Depuis au moins 2020, Santé publique France s'évertue, non sans mal, à informer les francophones, les Français mais aussi les francophones, qu'il y aurait à peu près la moitié des cancers diagnostiqués tous les ans qui seraient évitables relativement simplement. Alors ils ne le disent pas comme ça, mais ont des choses beaucoup moins lourdes que des rayons X, de la chimiothérapie ou des actes de chirurgie. Ils essaient de nous expliquer gentiment qu'il y a plein de choses qui sont parfaitement évitables. Et ça fait un sacré nombre, un sacré paquet de personnes par an. Je crois que les chiffres, c'est 100-150 000 cancers évitables tous les ans. Diagnostics de cancers qui auraient pu être évités. Alors moi, je ne suis pas du tout Santé publique France. Néanmoins, sur les bases de ce que j'ai commencé à faire avant ma thèse par intérêt personnel, par passion, les compétences que j'ai développées pendant ma thèse, notamment la pratique du langage Bash, mais pas que. Si vous voulez, pendant ma thèse, un truc que peu de gens savent faire, sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'entraîner grâce, j'ai envie de dire, à un alignement de planète, parce que les partenaires de ma thèse étaient assez extraordinaires et ont permis d'acquérir des séries de données extrêmement grandes par rapport au contexte actuel. J'ai les compétences en traitement du signal qui, je pense, sont peu répandues. J'ai un peu de temps et j'ai les compétences de programmation en Bash assez. Je ne suis pas du tout un développeur, mais j'arrive à faire des choses. Et j'arrive à faire des choses que visiblement Santé publique France, même avec de l'argent, ne sait pas encore faire. Et je m'inquiète même un peu de la stratégie de communication de Santé publique France au regard du nombre de vies que pourrait sauver tous les ans Santé publique France. Par exemple, là, je suis encore, là, à l'instant, là, avant de lancer l'enregistrement, je suis allé encore voir la chaîne YouTube de Santé publique France. Pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire que Santé publique France a créé une chaîne YouTube sur laquelle ils font des choses qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire des clips d'une minute, des vidéos produites d'une minute. Ce n'est absolument pas leur corps de métier. Et les gens qu'ils ont recrutés, à qui ils ont donné de l'argent, ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. T'as qu'à voir le nombre de vues que fait Santé publique France. C'est pas le nombre de vues de personnes qui peuvent sauver minimum 100-150 000 vies par an. En fait, je me questionne sur la stratégie de Santé publique France, vu que le cœur de l'intérêt, du meilleur qu'ils ont à apporter à tous les francophones du monde, ce sont les articles scientifiques. Et qu'est-ce que fait Santé publique France sur sa chaîne YouTube? Ils ne parlent pas de leurs articles scientifiques et ils payent, je pense, des agences de prod pour faire des vidéos bidons, excusez-moi, quand il s'agit de percuter et de transférer de la connaissance. On dirait presque que Santé publique France a carrément honte de ces articles qui sont pourtant le cœur
de la connaissance et des vies qu'on peut sauver. J'ai l'impression que Santé publique France, ou les gens qui ont conseillé, qui ont été recrutés par Santé publique France, souffrent d'énormes préjugés sur l'audience, notamment l'audience YouTube francophone. J'ai l'impression que Santé publique France est partie du principe que les articles n'intéressaient pas les gens sur YouTube et qu'ils allaient faire la même daube insipide et vaine que plein de gens ont fait avant eux et qui ne mènent à pas grand-chose. Vu que quand quelqu'un veut vérifier la véracité ou approfondir votre sujet, mais il faut citer un article scientifique. Et Santé publique France, ils font tout sauf montrer des articles scientifiques. Ils font des choses très très belles. Mais moi, je pense que il y a une partie des francophones qui sont tout à fait en réclame d'écouter des bulletins épidémiologiques hebdomadaires, parfois même qui préfèrent les écouter que les lire, vu que les chercheurs, moi, je vous rappelle, j'ai fait une thèse, donc j'en ai rencontré des chercheurs, des postdocs, des doctorants, des HGR, et je sais la quantité de temps, la proportion temporelle, la durée par jour que passent les chercheurs, les postdocs sur leur ordinateur. Je dis ceci dans l'idée que en fin de journée, tu as les yeux, tu viens de te taper 8 heures, 9 heures, 10 heures d'ordinateur, tu as les yeux éclatax et tu as le dos fracassé. Tu rentres chez toi et tu as du temps disponible quand tu marches. Quand tu marches, déjà c'est ça, c'est que les gens ils ont envie de marcher pour soulager le dos, parce que ce sont des animaux bipèdes qui ont été obligés de rester assis toute la journée. Donc ils ont envie de marcher. Et leur cerveau ne veut plus traiter d'informations visuelles. Par contre, l'audio est disponible. Alors, exception faite de ceux qui travaillent dans le mixage sonore ou peut-être chercheurs en acoustique et encore. Pourquoi je dis ça Où est-ce que je veux en venir là? Je veux en venir à l'idée que il y a plein de personnes, chercheurs ou pas, qui tous les jours ont des créneaux où ils sont disposés à écouter des articles scientifiques et à pas les lire. Quand tu marches, ou quand tu as les yeux qui sont à saturation, ton cerveau qui dit envoie-moi tout ce que tu veux comme information, mais pas par les yeux, j'en ai ras-le-bol, je ferme ce canal, détends-moi les yeux, va à la plage, va regarder des paysages. Par contre, l'audio est disponible. Eh bien, je propose de remplir ce créneau, de proposer. Et à vrai dire, je crée Santé publique France non officielle de manière un peu cavalière, vu que je le fais déjà. En fait, j'ai déjà pris des bulletins épidémiologiques hebdomadaires. J'en ai produit une lecture automatisée, parce que c'est ça la force de frappe du langage Bash, qui est un langage d'interaction et ou de programmation. On peut faire des requêtes aussi, on s'en fiche, c'est pas important. Je pense qu'il y a très peu de gens chez Santé publique France qui connaissent Linux déjà, et encore moins dans cette fraction de gens qui sont capables avec Bash. J'imagine que les personnes qui sont capables avec Linux et Bash chez Santé publique France, c'est des personnes qui sont dans la sécurité administrative des réseaux, la gestion des réseaux, et ils font un très beau métier, mais ils sont déjà sous l'eau. Et je pense que leur direction, leurs collègues ne savent pas qu'ils peuvent utiliser la force de frappe des administrateurs réseau pour lutter, au bout du compte, contre la désinformation. C'est bien joli de dire on va lutter contre les fake news, et donc vous allez sur YouTube pour lutter contre les fake news et vous faites des vidéos qui n'ont pas plus de valeur que des vidéos de complotistes sur Facebook ou sur YouTube finalement. Vous ne citez pas vos propres articles scientifiques, vous ne les mettez pas en avant. Vous pensez les mettre en avant, vous ne les mettez pas en avant. Et surtout, je pense que moi ce qui est intéressant, donc ce que je vous disais, excusez-moi je perds le fil, c'est complètement spontané. J'essaie d'être sincère et transparent. Je vous dis, j'ai bricolé des codes. J'utilise un outil que je pense Santé publique France ne connaît pas, qui s'appelle Voxpico. C'est un paquet Bash. Et par exemple, vous connaissez les algorithmes de lecture automatique de Google. Vous avez dû en entendre parler. Vous en avez dû entendre des exemples, des fois dans des vidéos. Eh bien, sachez qu'en fait, Google a pris Voxpico, qui est un outil libre et gratuit, comme souvent Google ou d'autres grosses firmes. Mais chez Google, il y a quand même une bonne connaissance de Linux. Ils ont pris Voxpico, qui est un outil gratuit et libre, et ils ont rajouté une couche dessus pour personnaliser des voix. Voix féminine de 15 ans, voix féminine de 30 ans, voix féminine de 60 ans, voix masculine de 15 ans, voix masculine de 30 ans, voix masculine de 60 ans. Et ils leur donnent des noms.
Marc, Valérie, ce que tu veux. Bon, bah écoute, moi je me suis dit, c'est dans mes cordes. On a un outil de lecture automatique. On peut prendre tous les bulletins épidémiologiques hebdomadaires qui peuvent sauver, je pense, des millions de vies par an, hein, parce que j'ai parlé de 100-150 000, mais c'était juste sur une thématique précise, hein, parce qu'il y a plein de sujets. Hein. Il y a l'hypertension artérielle, il y a plein des épidémies, plein de... Bon, bref. Je me suis dit, bah, cet outil libre et gratuit, surtout, Zvox Pico, ce qu'il y a, c'est que c'est instantané. C'est un outil de lecture instantanée. Moi, il m'est arrivé de faire des lectures d'articles scientifiques que j'avais, soit qui étaient en français à la base, soit que j'ai traduit manuellement à la main, enfin moi-même. Mais le problème, c'est que pour lire un texte de 5000 caractères, 10 000 caractères, moi, ça peut me prendre des journées, des semaines. Et après, il faut faire le montage en plus. Mais Zvox Pico, 5 000, 10 000, 15 000, 300 pages. J'ai fait avec un rapport du Sénat qui fait plus de 300 pages. C'est quasiment instantané. Et puis il n'y a pas de montage. Lui, il ne fait pas d'erreur, il ne fait pas de bégaiement, il n'y a pas d'arrêt. Donc là, il y a une force de frappe. Si tu veux lutter contre la désinformation, prévenir, parce que le truc, c'est que voilà, Santé publique France se heurte à un mur, c'est que les gens qui pourraient être le plus sauvés d'un cancer en mangeant un peu moins de viande rouge, ou en prenant pas tel moyen contraceptif, ou en tout cas en étant informés, en prenant de certaines habitudes, comme moi, eh bien, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. Écoute, j'ai un outil de lecture automatique, et alors certains vont me dire, oui, mais ça sert à rien, ça fait que 100 vues, 150 vues, 200 vues dans l'immensité de YouTube. Mais ça, c'est un raisonnement fallacieux. Parce que tu ne maîtrises pas la causalité. C'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir une, deux, trois lectures, mais par qui? Parce que tu comprends bien que si c'est une lecture par un rageux qui veut juste te détruire, c'est pas la même chose que si, par exemple, hein, si c'est quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale, qui peut-être gère plusieurs classes, qui va peut-être en parler à son tour. Ou c'est peut-être un autre chercheur qui va lui-même parler de ta chaîne, ou c'est peut-être même des gars de Santé publique France, peut-être même des médecins de Santé publique France, qui vont se dire, qui vont déjà aller voir, écouter ce que ça donne, qui vont peut-être halluciner dans un premier temps que y a des gens qui écoutent ça. Parce que c'est vrai que le Fox Pico, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas un hasard si Google a rajouté une surcouche pour rendre les choses plus agréables à l'oreille. Mais écoute, moi, je préfère déjà écouter des articles scientifiques. Et surtout, si tu veux, j'ai le choix. Soit je prends un article scientifique anglais ou français et je me concentre pour le comprendre. Donc ça peut me prendre 1 ou 2 jours, max. Prétentieux. Je le repose. Dans 15 jours, j'ai oublié 80%. Et voilà, c'est mort. Ça ne va pas plus loin. Donc, je propose de travailler d'une manière un peu plus intelligente. Je ne le lis pas. J'utilise un maximum d'outils automatiques, et c'est ce que permet Bash, pour faire une lecture, pour produire. Je prends un article, je ne le regarde pas, je fais juste un peu de mise en page. C'est semi-automatique en fait, hein, cette lecture automatique, et en plus il y a l'étape de traduction. C'est semi-automatique comme souvent, hein, ce sont des procédés d'automatisation. Tu ne tombes pas tout de suite à 100% d'automatisation, tu construis la chose, elle s'améliore avec le temps. Au lieu d'avoir perdu 1 ou 2 jours, eh bien directement, je produis la lecture automatique. C'est-à-dire une vidéo sur YouTube où tu vas voir la bande son, c'est le robot qui parle, et l'image, généralement, pour pas perdre de temps, dans l'absolu, j'aimerais bien traduire tous les articles scientifiques du monde dans toutes les langues du monde. Or là, je te parle juste de bulletins épidémiologiques. C'est une très petite partie de la publication et en français. Et même dans la... C'est pas l'essentiel de ce qui se fait en français, en publication d'articles scientifiques. Puis en plus, c'est souvent des articles de médecine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des articles scientifiques quand même, quand il y a quand même pas mal de différences. Et du coup, j'ai envie de dire, quand je suis en forme, 1 jour ou 2 jours, j'arrive à faire la lecture automatique. Mais la différence, c'est que quand je l'ai publié sur YouTube, c'est sauvegardé. N'importe qui peut l'écouter. Et moi, je peux l'écouter 14 000 fois si je veux, dans les années à venir. Par contre, si j'ai lu manuellement, mais je te dis, au bout de 15 jours, je me souviens de rien. Surtout qu'en plus, je vais lire d'autres articles derrière. Parce que quand tu lis un article scientifique, ce qu'il y a dedans, tu découvres d'autres articles scientifiques que tu devrais lire. Donc c'est beaucoup plus malin, je pense, de procéder ainsi.
Et écoute, peut-être que je vais le faire tout simplement en lien avec le fait que je le peux. Et concernant Santé publique France, je sais que c'est assez cavalier. Je suis pas sûr. Parmi les scénarios possibles, il y en a un où ils vont pas du tout apprécier. Je sais pas. Je sais pas si Santé publique France, c'est vraiment eux qui gèrent les choses ou ils ont complètement délégué à une entreprise qui pourrait réagir de manière assez différente de ce que la direction de Santé publique France pourrait penser. Vu que moi, là, je ne leur demande pas un copec, je vais faire avec des lectures automatiques d'articles. Je ne gagnerai pas un centime, hein. Je ne mets pas bien sûr de pub. Et ce qui a de l'intérêt pour les chercheurs. Parce que généralement, les chercheurs, pour ça je ne le fais pas trop pour les articles de bulletins épidémiques hebdomadaires, parce que c'est déjà en français. Mais quand je prends un article scientifique en anglais, que je traduis en français, que j'en fais une lecture automatique, je fais ça à la base sur une chaîne qui s'appelle Science, Docteur Olivier Dufour. Donc une fois que j'ai traduit un article scientifique, de l'anglais vers le français, automatisé, généralement avec Google Translate ou DeepL selon ce qui marche le mieux, c'est pas toujours évident d'ailleurs, lequel des deux est correct, et bien en plus, je passe par le langage texte, la texte comme tu veux, pour générer un PDF en français de l'article d'origine, donc en français. Et je fous ça sur ResearchGate, mais sur les liens ResearchGate de manière à ce que les gens extérieurs qui n'ont pas de compte à ResearchGate puissent y accéder. Mais par contre, je ne mets pas généralement les figures, les tableaux, parce que la lecture automatique de figures et de tableaux, c'est un concept un peu flou. Et puis surtout pour encourager les gens à aller voir l'article d'origine. Et après, j'envoie un mail en disant aux auteurs, hein, parce qu'il y a souvent au moins une adresse email de correspondance dans un article scientifique en anglais. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je parle. Dans un article scientifique, il y a au moins une adresse email de correspondance. Donc j'utilise celle-là, mais en général, je vais prendre tous les auteurs. Tu peux généralement trouver leur adresse email sur leur page web des universités. Et je leur envoie un mail en disant, voilà, bonjour, je suis Olivier Dufour, docteur en traitement du signal. Écoutez, je trouve qu'il y a un intérêt évident à votre article scientifique. Bah, les auteurs sont bien placés pour le savoir, puisque dans les articles scientifiques, une des caractéristiques d'un article scientifique, c'est qu'on t'explique quel est l'intérêt du contenu scientifique qu'il y a dans l'article et en quoi il va changer le monde. Donc, on n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Et du coup, je leur dis, voilà, j'ai traduit en français. Sentez-vous libre de le partager avec vos audiences francophones. Voilà le lien YouTube vers la lecture automatique en français pour vos étudiants, par exemple. Et moi, franchement, quand j'étais étudiant à la fac, si j'avais su qu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle je peux écouter des articles scientifiques en x2, parce que moi j'écoute des trucs en x2. Écoute, si j'écoute des vidéos de développement personnel ou des vidéos où des gens se racontent leur intimité et que je trouve ça intéressant, mais parfois que je l'écoute en x2, eh ben, je peux écouter des articles scientifiques en x2. Et c'est assez intéressant parce que c'est beaucoup de connaissances assez concentrées un article scientifique. Donc en fait, des fois j'écoute un live Twitch sur YouTube VOD qui dure 4 heures, je vais l'écouter peut-être en x2, ça va durer 2 heures. Mais un article scientifique en x2, ça va me prendre 10 minutes, 15 minutes. Donc je peux ingérer un petit peu comme dans Matrix, je peux ingérer beaucoup de connaissances comme ça. Tu sais, dans Matrix, il se télécharge de la connaissance. Mais moi, ce que je trouve ça bien avec le cortex et le capteur audio, c'est quand tu es un peu détendu, que tu marches ou que tu es dans les transports, dans le tram, dans le métro, ça marche pas mal comme ça. Ça marche pas mal comme ça. Je mémorise plus que par le cortex visuel. Peut-être parce que le cortex visuel, je le ralasse, je lui en mets plein la tronche, de toute façon tous les jours, tellement je passe le temps sur un ordinateur. Et pour en revenir à ce que je disais, désolé, encore une fois, c'est décousu. Les auteurs apprécient, hein, en général. Hein. J'ai jamais eu de réponse agressive ou négative. Alors je respecte quand même une ligne éditoriale, c'est que je ne prends jamais d'articles scientifiques qui soient payants. Je prends des articles scientifiques qui sont gratuits sur le site de l'éditeur. Je ne prends pas des articles scientifiques qui sont gratuits sur ResearchGate, mais qui ne sont pas gratuits sur le site de l'éditeur. Bah écoute, il me semble que bon, si l'éditeur il autorise sur ResearchGate, il l'autorise, il n'a pas tellement de choix.
l'auteur à mettre une version gratuite sur ResearchGate, très bien. Mais si c'est payant sur le site de l'éditeur, je peux pas arriver faire une vidéo pour des histoires de droits d'auteur. En tout cas, j'ai pas envie de me lancer dans les droits de fer juridiques avec des éditeurs, merci bien, ou des institutions. Je rappelle que je suis tout seul et je ne reçois aucune aide. Sinon, le soutien des gens dans les commentaires, et je les en remercie. Voilà, généralement, les auteurs des articles scientifiques, peut-être que Santé publique France, déjà, je ne sais pas trop comment ils vont réagir. Je reconnais que c'est un peu cavalier, mais c'est mon point de vue, en fait, dans la vie. Si tu veux savoir si quelque chose, ça plairait à quelqu'un, ne lui demande pas, d'abord. Fais-le. Attention, dans un certain référentiel. Hein. Je ne suis pas en train de dire... Si tu veux savoir si une femme va avoir des rapports sexuels avec toi, force-la et après elle verra, elle te dira si elle a aimé ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Dans un cadre, c'est peut-être pas bien formulé de ma part, mais si tu veux, je ne crois pas dans la relation de cause à effet. Ça, c'est pas un concept scientifique, la relation de cause à effet, c'est un concept théologique. Hein. Le cogito de Descartes, ça a plusieurs siècles. On n'a jamais défini ce que c'était la causalité. Par contre, le bayésianisme, c'est clairement mieux que le lien de cause à effet. Et en 2023, on n'a toujours pas de formule de la causalité. La tentative de 1965 de Bradford Hill, c'est un échec total, validé par Wakeford en 2015, qui lui-même a dégagé une grande partie des lignes directrices qu'avait proposées, des 9 lignes directrices qu'avait proposé Bradford en 65. Wakeford en a dégagé 2 tiers hein, en 2015. Hein. Bon. Quand tu proposes une théorie et qu'avec le temps elle se pète la tronche, eh bien, c'est exactement l'opposé de la théorie de la relativité. Si une théorie est vraie, normalement, avec le temps, elle va être confirmée parce que tu auras anticipé des observations qui seront faites plus tard. La causalité, c'est l'opposé. Et ce que je veux dire, la causalité n'existe pas, ce n'est pas un concept scientifique. C'est que pour savoir si c'est utile dans notre réalité, pour savoir si quelque chose va marcher ou si c'est vrai, il faut partir du principe que c'est vrai et que ça va marcher. Et c'est après que tu vas découvrir si effectivement ça va marcher ou pas. Et même si ça marche pas d'ailleurs, même si ça marche pas, c'est peut-être que tu t'y es mal pris. C'est peut-être même pas que c'est pas vrai ou que ton idée est pas bonne. Et parce qu'en plus, Santé publique France, imaginons que je les contacte. Oh, je parle s'il te plaît, excuse-moi. Et pour en revenir à Santé publique France, imaginons que je les contacte pour leur demander la permission, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vais perdre masse de temps et d'énergie rien que pour avoir l'email du gars en question, qui lui-même va prendre minimum 6 mois pour en parler à la bonne personne. Ça me pète, voilà, ça me les brise à l'avance. Je connais en plus le monde de la recherche administrative. Dans le privé, c'est pas forcément mieux. Hein. Moi, pendant ma thèse, pour acheter 30 colliers de serrage en plastique, là, à 10 euros, ça m'a pris 6 mois hein, par le chemin politiquement correct. Donc je vais pas faire comme ça, parce qu'en plus, Santé publique France, pour prendre une décision sur oui ou non c'est une bonne idée, ils vont me demander, mais on peut voir votre travail. On peut écouter la qualité audio, parce qu'on ne peut pas se vous dire, on ne sait même pas ce que vous nous proposez. Bah oui, mais du coup, tu vois bien qu'il y a un problème. Il vaut mieux que je produise, et comme ça, ils pourront écouter par eux-mêmes. Et en plus, Santé publique France, ils y connaissent rien du tout en réseaux sociaux. Ça se voit, ils ont délégué leur chaîne YouTube. Moi, je m'y connais. Il se trouve que je m'y connais en réseaux sociaux. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais enfin bon, j'ai fait de la classification automatique pendant ma thèse. Or, les algorithmes pour faire des prédictions, mais c'est le même principe que les algorithmes pour faire des prédictions de suggestions sur les réseaux sociaux. Le sujet de la classification automatique, je connais. Donc c'est pas délirant que j'arrive à quand même faire des choses que les autres n'arrivent pas trop à suivre sur les réseaux sociaux, grâce à l'étiquetage notamment. D'ailleurs, indice en est que si tu vas sur YouTube et que tu tapes bulletin épidémiologique hebdomadaire, déjà tu ne trouveras pas ou très peu de résultats qui viennent de la chaîne Santé publique France, ou voire très très loin dans les résultats, très très bas. Et deuxièmement, tu trouveras des vidéos de moi où je montre des bouts, enfin ce sont des vidéos de lecture automatique de bulletins épidémiologiques hebdomadaires sur ma chaîne Science Docteur Olivier Dufour. Il me semble qu'à ce titre, déjà ce sont des indices forts que c'est une bonne idée de procéder comme je le propose. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, et puis c'est un peu prétentieux la manière dont je le dis.
Mais voilà, je pense que Santé publique France a des a priori stériles, en partie stériles, certaines personnes. Donc le meilleur indice de montrer que c'est une bonne chose, c'est de le faire, qui voit le nombre d'abonnés qu'il y aura sur cette chaîne, qui voit le nombre de vues, qui n'est pas toujours lié d'ailleurs. De toute façon, Santé publique France, ils vont rien comprendre dans un premier temps, d'accord? Parce que déjà, les gars, ils ont de l'or entre les mains, Santé publique France. Ils ont la capacité à sauver des millions de vues tous les ans. C'est ça leur problème, c'est qu'ils ont de la connaissance et ils n'arrivent pas à la faire coller, d'accord? Donc ils sont déjà sous l'eau, ils sont déjà complètement sous l'eau. Moi j'ai les compétences, et ben boum. Et puis s'ils veulent vraiment me faire fermer, et ben t'inquiète pas qu'ils sauront le faire parce que ça des avocats ils les ont. Donc t'inquiète pas, moi comme je te dis j'ai de l'aide de personne, donc s'ils veulent que je m'arrête, déjà ils ont qu'à me le dire, hein. Mon mail est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube uniquement depuis un ordinateur. Pourquoi pas depuis un smartphone? Je ne sais pas, demandez à YouTube. Et puis en plus, je préfère, même si ça a l'air cavalier, créer Santé publique France, vu que ce que je t'explique, que ce que je compte faire sur Santé publique France non officiel, c'est un truc que je fais déjà, et sur Science Docteur Olivier Dufour. Mais moi, je ne veux pas le faire en tsum-tsum, pas le faire en sous-marin, j'assume. J'assume mes motivations. D'ailleurs, je serais même prêt à aller devant un juge. Je pense qu'effectivement, l'argument de bah, écoutez, vous êtes une institution, vous pourriez prévenir, vous le savez, vous expliquez que vous pourriez prévenir plein de choses extrêmement graves. Mais visiblement, oui, effectivement, il y a des choses intéressantes de ce que dit Monsieur Dufour. Ça peut enfin, en tant que citoyen, devoir d'assistance, de solidarité, ça se défend, le projet, même si c'est un peu cavalier. Surtout que j'imagine que les gens de sensibilisation, ils veulent sauver des gens. Donc s'il y a un mec qui prend leur contenu de leur manière un peu cavalière, mais qui arrive à faire un truc complémentaire qui coûte pas un euro, hein, c'est ça aussi, hein, c'est la formule du rendement. Hein. Parce que peut-être qu'ils vont pas trouver que j'impacte beaucoup, mais je coûte zéro. Donc quand ton numérateur, tu sais, la formule du rendement, c'est une comparaison de ce que ça t'a coûté à ce que ça te rapporte. Alors même si ça te rapporte peu, même si ça te rapporte que 1000, 2000, 10 000 écoutes de bulletins épidémiologiques par an, ah oui, c'est zéro divisé par pas grand chose, mais zéro divisé par pas grand chose, ça fait toujours zéro. Donc en fait, puis excuse-moi, va voir les vues de Santé publique France sur la vidéo hyper produite. C'est bon. Hein. Et comme ça, en plus, il y a plus de chances que Santé publique France me repère et qu'ils discutent de ça en interne, ce qui est exactement ce que je voudrais. Et je précise que je ne vise pas que Santé publique France. Je commence par eux, parce que leur bulletin épidémiologique hebdomadaire, il est déjà prêt. Moi, si tu veux, moi j'ai un script bash, j'ai qu'à foutre. C'est déjà la partie la plus automatisée de mon truc. Les articles scientifiques en anglais, par exemple, je dois les traduire, j'ai des étapes en plus. Donc je me sens déjà plus de partir sur automatiser complètement une chaîne Santé publique France non officielle, bulletin épidémiologique hebdomadaire, surtout qu'il n'y aurait pas mon nom dans la chaîne, parce qu'à l'heure actuelle, ils pourraient me dire Santé publique France, oui, mais nous, on n'apprécie pas trop que vous associez nos contenus, notre qualité à votre nom. Eh bien, très bien. Donc, je vais créer la chaîne Santé publique France non officielle, et puis dans les descriptions, je mets les liens vers les sources, quoi. Alors, je mettrai des liens vers mon cursus par transparence, mais parce que pour moi, c'est comme ça aussi qu'on fait. Je mettrai des liens vers ma thèse net, des liens thèse net vers ma thèse, vers des articles, parce que ça, pour moi, c'est important, la transparence. Que tu saches que ce gars qui dit qu'il a un doctorat en traitement du signal, oui, bon, quand tu es dans la partie, ça ne veut rien dire. Donc, je mettrai des liens pour détailler mon profil. Mais je ne mettrai pas de pub et je mettrai surtout en premier dans les descriptions des vidéos, je mettrai les liens de Santé publique France, le site internet, peut-être même la chaîne YouTube quand ils arrêteront de faire des vidéos d'une minute stériles, pas très intéressantes, très jolies. Mais bon, Santé publique France, c'est pas Orelsan, hein, on n'est pas là pour ça. Et c'est l'état d'esprit de cette chaîne en fait. Hein, si certains pensent que je suis là dans une optique de remplacer ou de concurrencer, non. C'est stupide de penser comme ça. Au contraire, je suis là pour inciter des gens. Il y a une partie des gens qui sont disposés à écouter. Je suis là pour rediriger des gens vers Santé publique France, le site internet, notamment le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et si je ne sais pas, Santé publique France, ils vont peut-être réagir en disant bon, pour le moment, on vous laisse faire. Par contre, mettez ça on a tel service qu'on aimerait développer.
Mettez ça dans vos descriptions. C'est aussi une de mes motivations. Je ne sais pas comment ils vont réagir, mais pour savoir comment ils vont réagir, il faut que je le fasse. Causalité n'est pas un concept scientifique. Et il y a aussi que moi j'aimerais me rendre utile, parce que si je fais ça c'est pour me rendre utile. Je vous dis, je gagne pas un copec là-dessus, c'est sur mon temps libre. Ça me sert à faire connaître mes compétences en traitement du signal. Et aussi, je pense que même si cette stratégie est cavalière, désolé de répéter autant le mot cavalière, un peu agressive, bon. Eh bien, je n'exclus pas que c'est peut-être la meilleure manière que Santé publique France s'approprie ma technologie. Mais s'ils savent pas ce que ça vaut, et s'ils n'ont pas la preuve de leurs yeux que ça fait des vues quand même, ça intéresse des gens, ben pourquoi ils s'intéresseraient à ma technologie et à mes compétences? Et puis voilà, dans le monde universitaire, c'est comme ça qu'on se fait du réseau. On fait des trucs, et si ça marche, ben voilà, on échange. Et oui, je vous disais, je ne cible pas que Santé publique France, je commence par eux, parce que en fait, je suis débordé, parce que sur Science Docteur Olivier Dufour, je prenais, par exemple, dans un bulletin épidémiologique hebdomadaire, il y a 2 articles, on va dire. Des fois, il n'y en a qu'un seul, des fois, il y en a plus que 2. Mais moi, je scindais l'article en 3. Je scindais le bulletin en 3 articles, 3 vidéos, mais c'est plus de travail. Et là, ça me permettrait d'automatiser encore plus. Déjà, c'est déjà en français. Il y a un peu de mise en page à faire, il y a un peu de sommeil automatique quand même, mais ça me donnerait moins de travail. Et puis c'est plus facile de rendre à César ce qui est à César quand la chaîne s'appelle Santé publique France non officielle que quand elle s'appelle Science Docteur Olivier Dufour. Voilà, et c'est une manière de me faire connaître. Et je ne vise pas que Santé publique France, je réfléchis, je vise le CNRS aussi. Je vise le CNRS, je vise le Muséum national d'histoire naturelle. Je vise les services hospitaliers des armées aussi, parce que j'ai vu en lisant des bulletins épidémiologiques qu'ils citaient les services hospitaliers des armées, donc je suis allé voir, mais en fait, les auteurs publiés dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, ils ont l'air de galérer à citer les services hospitaliers des armées sur des informations. J'ai vu ça dans certains BEH. Pour citer des informations qui sont possédées par les militaires, des choses cruciales, importantes, ils galèrent, et je pense que c'est un lien avec la diffusion, les moyens qui sont mis à disposition des services hospitaliers des armées. Ils ont un site internet, les services hospitaliers des armées, qui est une catastrophe, que eux aussi on dirait qu'ils ont eu un peu de pognon, mais ils l'ont donné à mauvaise personne, qui ont fait un truc joli mais pas fonctionnel. Bah, excuse-moi, hein, quand comme moi tu veux lire des articles scientifiques, de la connaissance scientifique, que les services hospitaliers des armées sont d'accord pour avoir mis sur leur site internet, le problème c'est qu'ils l'ont mis, mais c'est introuvable en fait, tellement c'est de la daube. Donc pourquoi pas, ça serait une bonne manière de rentrer en contact avec cette branche de l'armée également, hein, parce que... Oh, bah parce que moi je suis pas contre de discuter avec les militaires, hein, surtout pour maintenir la puissance française. Si tu veux, il y a un enjeu de géopolitique aussi. Euh, je pense que, bah, c'est pas que je pense, hein, historiquement, la sécurité sociale c'est un enjeu de géopolitique internationale. Et moi je m'inquiète beaucoup de certains pays comme les États-Unis qui privatisent tout. Et je pense que pour se défendre contre ça, même si t'es pas un grand fan des militaires français, pour des raisons qui te regardent, qui sont les tiennes, qui sont bonnes ou moins bonnes, mais je pense qu'il vaut mieux discuter avec un pays socialiste qui sait qu'il faut mieux pas privatiser certaines choses. Et les militaires ont des moyens, notamment dans les services hospitaliers. Moi, j'ai même une fois été soigné dans un hôpital militaire. Et je crois qu'il y a des gros avantages à être soigné par certains médecins plutôt en service, en hôpital militaire qu'en hôpital, enfin qu'en privé ou même dans un hôpital public. Notamment la tarification des chirurgiens. Parce que le fait qu'un chirurgien soit payé pareil qu'il t'opère ou pas, bah, ça change un petit peu son diagnostic quand même par rapport à quelqu'un qui te dit il faut faire ça, mais tu sais très bien qu'il va être beaucoup mieux payé s'il t'opère que s'il t'opère pas. Et puis les militaires français aussi, c'est des gens avec des vies qu'on peut sauver. Il y a peut-être des militaires que ça intéresse d'écouter ce genre de trucs. Ça leur coûte que dalle. En plus, les militaires français, ils ont des gros problèmes de moyens, donc ils sont habitués à travailler avec leur bite et leur couteau. Donc il y a certainement des gradés, des officiers ou des sous-officiers, je sais pas, je sais pas, des infirmiers de l'armée de l'air, par exemple, hein,
quitte à écouter des trucs, cette chaîne de temps en temps, c'est intéressant. Surtout que tu peux voir dès le début de la vidéo le sommaire. Donc, si c'est de l'hypertension artérielle dont on va parler, ou si c'est de la surconsommation d'alcool dans la région bordelaise, eh ben, tu fais ton choix. Tu peux faire ton choix assez rapidement. Alors, je crois qu'il est temps de conclure. Dites-moi si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo. Vous avez qu'à marquer banane dans les commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup à vous, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous dire que, bon, en plus, dans l'idée, ce que je le produis sur Internet. Donc, de toute façon, ce que je produirai, même Santé publique France ne pourra jamais le faire retirer d'Internet. Euh, c'est quand même un truc à rappeler. Et du coup, s'ils sont pas contents, vraiment, vraiment pas contents, ils peuvent me demander, enfin faire fermer ma chaîne YouTube, mais déjà, ça n'empêchera pas que mon contenu, je saurai comment le mettre sur Internet. Il sera déjà à d'autres secteurs d'Internet, tu pourras jamais le supprimer. Donc, j'aurais pas perdu mon temps. J'aurais pas perdu mon temps et j'essaie d'être fidèle, d'être respectueux du contenu des original des auteurs. Des fois, j'enlève des textes parce que il y a des choses, c'est imbitable. Par exemple, imagine, toi, quand tu lis un article scientifique, tu vois une liste d'auteurs avec les affiliations, là, les institutions auxquelles ils sont rattachés. En général, tu la lis pas d'ailleurs, tu lis premier auteur, à la limite, tu regardes son institution et puis tu passes à la suite direct. Et ben, cette partie, lue par un robot, ça devient imbitable, une horreur. Et je mets pas les références bibliographiques non plus, c'est pas très intéressant. Des fois, je les fais même sauter du texte, du corps du texte, les références bibliographiques, parce que bon, quand tu as un numéro entre crochets, ça n'a aucune valeur, il vaut mieux le dégager. Et puis des fois, il y a des articles où c'est quand même assez. Il y a des passages des articles qui contiennent beaucoup de références bibliographiques au format nom de l'auteur suivi de l'année, entre parenthèses séparé d'une virgule. Mais ça, quand on a plusieurs dans une phrase et que c'est lu par un robot, c'est lourd, hein. C'est relou à écouter. Si vous comprenez ma démarche, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? J'aurais besoin du soutien de maximum de personnes, notamment soutien moral. Et si vous pouvez partager et diffuser les articles que je vais publier, enfin les vidéos d'écoute, de lecture automatique, si vous pouvez les partager, c'est super. Je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera avec toutes les vidéos de lecture automatique, notamment de bulletins épidémiologiques hebdomadaires. Si vous voulez les lire dans l'ordre chronologique ou dans un ordre, je vous invite à vous lancer sur cette playlist, sur cette série, pardon.